Grant Thornton, c'est une firme d'audit et de conseil qui emploie en France environ 2000 collaborateurs. Nous réalisons 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Au plan mondial, dans la plupart des pays, nous sommes 5e ou 6e et totalisons avec 60 000 collaborateurs à peu près 6 milliards de dollars de revenus. C'est une facture ou un flux de factures créé, transmis électroniquement sous quelque forme que ce soit. Le contenu d'une facture électronique, c'est exactement le même que celui d'une facture papier, à savoir toutes les mentions obligatoires de par la loi. Vous allez retrouver bien évidemment l'identité du fournisseur, de l'émetteur de la facture, l'identité du client, celui qui reçoit la facture, un certain nombre d'éléments concernant les produits ou services qui sont facturés, le montant hors taxe, le montant TTC et d'autres mentions obligatoires telles que les conditions de paiement. Ce qui va différer par rapport à une facture papier, c'est le contenant. Ce contenant peut prendre plusieurs formats. Ça peut être ce que l'on appelle un fichier structuré. Typiquement, vous le connaissez, c'est ce qu'on appelle l'EDI, qui est un format électronique structuré reconnu par l'administration fiscale. Le deuxième type de contenant, c'est un fichier que l'on appelle non structuré. Ce sont les factures PDF. Et enfin, ça peut être un format mixte. Là, je pense que vous avez, pour certains d'entre vous, entendu parler de ce qu'on appelle la facture X. C'est un excellent exemple de format mixte qui utilise à la fois de XML et du PDF et qui est un protocole qui a été développé de manière conjointe par l'Allemagne et la France. L'administration fiscale réclame quoi en matière de facture électronique? Elle réclame 3 éléments qui sont fondamentaux: l'authenticité, l'intégrité et la lisibilité. Pour garantir ces 3 notions fondamentales, vous avez 3 possibilités. La première possibilité, c'est de mettre en place un EDI, c'est-à-dire un format de fichier structuré qui est agréé par l'administration fiscale. La deuxième possibilité, c'est de disposer de factures sous format PDF que l'on appelle signées électroniquement. Un PDF signé, ça veut dire que l'on peut authentifier l'ensemble des éléments qui composent ce PDF. La troisième possibilité, en l'absence de PDF signé électroniquement, c'est de mettre en place ce que l'on appelle une piste d'audit fiable. C'est ce qui va permettre à l'entreprise de démontrer la fiabilité et la réalité de l'opération telle qu'elle est retranscrite dans la facture. Que la facture soit papier ou électronique, ça ne change rien. L'archivage doit au moins couvrir les 10 ans, ces 10 ans étant la prescription du Code de commerce. Ça peut être moins pour l'administration fiscale, 6 ans, mais c'est 10 ans pour le Code de commerce. La réception de la facture va devenir obligatoire à compter du 1er juillet 2024, quelle que soit la taille de l'entreprise. Ensuite, en termes d'émission, vous êtes obligé à compter du 1er juillet 2024 d'utiliser la facture électronique si vous êtes une grande entreprise. Cette obligation est repoussée au 1er janvier 2025 si vous êtes une entreprise de taille intermédiaire, une ETI. Et enfin, pour toutes les autres, les PME et les micro-entreprises, l'obligation s'applique à compter du 1er janvier 2026. L'administration fiscale va mettre en œuvre 2 dispositifs, ce que l'on appelle le e-invoicing et le e-reporting. Le premier consiste à obliger les entreprises à disposer d'une plateforme électronique qui peut être celle du gouvernement ou de tout acteur privé pour déposer les factures électroniques. Le deuxième outil que l'administration fiscale veut mettre en œuvre, c'est le e-reporting. Ça consiste non pas à adresser une facture électronique sur la plateforme, mais un fichier, donc potentiellement un ensemble de données et de factures. Autant le e-invoicing était, limité à ce qu'on appelle le B2B, autant le e-reporting, lui, va surtout concerner le B2C, donc les factures qui vont être émises auprès de clients particuliers ou toutes les factures qui vont être émises sur des logiciels de caisse quand vous achetez quelque chose dans un magasin. Et ce e-reporting va également concerner le B2B pour des entreprises internationales, c'est-à-dire des entreprises étrangères qui vont émettre des factures à destination d'entreprises françaises. Les avantages, donc le premier d'entre eux pour l'administration fiscale, c'est évidemment de lutter contre la fraude fiscale, mais pas que. En réalité, pour les entreprises, c'est également une opportunité de gagner en efficacité et en productivité, de disposer d'un système d'information qui soit beaucoup plus fiable. La facture électronique est plus fiable, la piste d'audit permet de mieux répondre aux enjeux de sécurisation des opérations de chaque entreprise. Nous savons aujourd'hui que le coût de traitement d'une facture électronique, c'est 70% de moins que le coût de traitement d'une facture papier. Alors, vous avez d'autres avantages. Typiquement, pour le gouvernement, c'est faciliter la connaissance des flux d'opérations entre les entreprises en France. Et pour les entreprises, ça sera également, à terme, une facilité pour déclarer de manière totalement automatisée leur TVA. On peut même imaginer à terme qu'il n'y aura plus besoin d'émettre de déclaration de TVA telle qu'on le connaît aujourd'hui.
Pour les entreprises, c'est l'opportunité de se doter d'une plateforme qui va permettre de digitaliser complètement leur processus fournisseur. Par où commencer? C'est réfléchir déjà à son organisation interne, à éventuellement simplifier la manière dont sont approuvées les factures, dont elles sont traitées, dont elles vont être mises en règlement. Même si l'obligation pour certaines entreprises, les micro-entreprises et les PME est au 1er janvier 2026, je pense qu'il est nécessaire d'anticiper, ce qui permettra de complètement revoir de manière plus efficace l'ensemble du système de traitement des factures fournisseurs de l'entreprise. Quels sont les critères fondamentaux pour mettre en œuvre une solution de dématérialisation des factures fournisseurs? Alors, le premier, c'est la capacité à automatiser les traitements. Le deuxième critère pour moi, c'est l'interopérabilité des systèmes d'information, c'est-à-dire que la solution retenue doit être capable de communiquer avec des systèmes en amont et des systèmes en aval. Ce qui me paraît important, c'est une application qui soit disponible partout. C'est important d'avoir une solution qui soit facile d'utilisation pour que ce soit bien accepté dans l'entreprise par les différents acteurs. Le dernier critère, c'est évidemment un outil qui soit en conformité avec la réglementation et avec les prescriptions de l'administration fiscale, notamment en termes de pistes d'audit fiables, de copies fiables et d'archivage légal.